Bonjour à tous, merci d'être avec nous de nouveau pour cet épisode 20 minutes chrono, le point juridique et comptable proposé par l'URPS Médecins Libéraux d'Île-de-France. Dans cette émission, notre objectif est simple, il est de répondre en 20 minutes à un sujet juridique, comptable ou fiscal qui vous préoccupe, vous médecins libéraux ou futurs installés. Et aujourd'hui, nous allons traiter du sujet de la destination et de l'usage des locaux. Naïvement, on pourrait croire qu'on peut faire ce qu'on veut dans un local, mais en fait, il n'en est rien. Et chaque local a un usage ou une destination établie soit au niveau du cadastre et donc dans le niveau de l'urbanisme, soit dans le règlement de copropriété. Alors, la question qu'on va se poser quand on va s'installer, c'est comment savoir si on peut réellement exercer la médecine dans ce local. Et pour y répondre aujourd'hui, nous avons bien entendu avec nous Camille Pichon. Bonjour Camille. Bonjour. Vous êtes juriste au sein de l'URPS Médecins Libéraux Île-de-France et disponible pour toutes les questions des médecins libéraux au quotidien au numéro unique régional qui est le 01 45 45 45 45. Et nous avons également le plaisir d'accueillir maître Anne-Claire Tillard. Bonjour maître. Bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Paris, titulaire d'une double formation Panthéon-Assas en droit des affaires et droit immobilier de la construction, et donc tout à fait à même de répondre à l'ensemble de nos questions. Voilà. Et la première va être pour vous d'ailleurs maître. Quelle différence doit-on faire entre le terme usage, le terme destination, voire le terme affectation? Alors sachant qu'on n'y connaît rien, donc vous êtes, voilà, il faut nous éclairer. D'accord, ouais, donc c'est une très bonne question parce qu'effectivement c'est une question essentielle dans le sens où très souvent, même dans les praticiens de l'immobilier confondent ces termes-là, donc il est important de s'y arrêter pour bien les définir et avoir en tête ce qu'ils recoupent. On peut commencer par la destination, qui est la destination du bâtiment, qui est une notion définie par le code de l'urbanisme, donc une notion vraiment en urbanisme, qui répond à la question de savoir à quoi est destiné l'immeuble, quelle est la raison pour laquelle on a construit l'immeuble en tant que tel. Je dirais que c'est un peu une espèce de théorie en quoi sert l'immeuble en question, sachant que c'est une réponse qu'on trouve dans l'autorisation d'urbanisme en elle-même qu'on l'a demandé. Donc on fait cette demande dans le cadre du dépôt soit d'un permis de construire, soit d'une déclaration préalable, et ça va donner la destination, encore une fois, l'usage, pas l'usage, mais la raison pour laquelle on construit ce bâtiment. Et donc on va trouver dans le code de l'urbanisme les différentes destinations qui s'appliquent, destinations qui elles-mêmes sont divisées en sous-destinations, donc on a quand même tout un panel possible. Et quand on parle de changement de destination, c'est ni plus ni moins que cette modification de catégorie qu'on trouve dans le code de l'urbanisme. Alors, un exemple de destination, par exemple Eh bien, habitation, commerce, sachant que ça, c'est les grandes destinations. Et après, dans la catégorie commerce, on peut avoir la présence ou pas de services. Est-ce qu'on fait venir des personnes dans les locaux ou pas? Enfin, là, il y a 16 sous-destinations aujourd'hui. Donc, on a vraiment un panel important. Il est important de regarder, est-ce que le local dans lequel on entend exercer, quelle est la destination de ce bien? Et la réponse se trouvera dans le document d'urbanisme par lequel on aura construit ou lourdement rénové le bâtiment. Donc ça, c'est la destination, donc vraiment le bâtiment en lui-même, l'immeuble. À côté de ça, on a l'usage. L'usage, c'est vraiment, pour le coup, on s'intéresse aux personnes. À quoi sert le bâtiment aujourd'hui? Que font les personnes qui s'y trouvent? Et par contre, ici, comparé à la destination où on en a tout un panel, en France actuellement, il n'y a que 2 usages possibles. Soit de l'habitation, soit autre chose que de l'habitation. C'est un peu perturbant. Et cette notion est régie par, cette fois-ci, le Code de la construction et de l'habitation. Je précise parce que ça permet vraiment d'avoir en tête que c'est 2 notions différentes, parce qu'elles sont dans 2 codes différents, 2 réglementations différentes. Et donc, tout bâtiment a quand même un usage. Est-ce que c'est de l'habitation ou autre chose que d'habitation? Simplement, toutes les communes n'ont pas forcément une réglementation relative à l'usage. Ça dépendra de la volonté de la commune. Et en réalité, aujourd'hui, ce sont les communes en zone tendue qui ont ce genre de réglementation, qui veulent protéger le parc de logements pérennes et stables. Et donc, si on est dans ce genre de commune, typiquement à Paris, on est clairement en zone tendue et clairement concerné par cela. Si on veut passer d'un usage d'habitation à un usage autre que d'habitation, et bien là, il faudra une autorisation. Ouais. Et même à Paris, parce que les choses sont la problématique est très importante en termes de logement, ce changement d'usage va être conditionné à une compensation. C'est-à-dire qu'il ne s'agira pas de remplir les bonnes cases, il faudra en plus dire à la ville, et en plus, donc certes, moi je vais transformer de l'habitation en un local d'activité médicale, mais en compensation, je vais transformer des bureaux de commerce et autres que d'habitation, en habitation justement pour compenser et garder un seuil équilibré. Donc assez complexe et ça peut même être assez cher. Vous avez tout un marché de la compensation justement pour pouvoir faire ces changements d'usage. Donc voilà les deux grands notions, destination, l'immeuble en lui-même, l'usage, l'utilité réelle par rapport aux personnes qui s'y trouvent. Et dernière notion qu'on peut aussi entendre, l'affectation. Oui.
Et l'affectation ici, c'est vraiment une notion spécifique à mon sens à la copropriété ou organisme similaire, puisqu'ici c'est vraiment que m'autorise le règlement de copropriété, comment je peux utiliser mon lot de copropriété, à quoi est-il affecté. On trouve la réponse dans le règlement de copropriété qui fixe ces différentes affectations en fonction des lots et lui-même en fonction de la destination de l'immeuble, mais destination de l'immeuble au sens de la copropriété cette fois-ci. Donc c'est toute une définition spécifique qui est différente de la fameuse destination en droit de l'urbanisme. Donc voilà un peu les poupées russes, mais il doit y avoir une certaine concordance entre ces trois notions qui sont effectivement bien différentes et à distinguer. On l'espère. Et alors, dans l'hypothèse où on se retrouve finalement à vouloir exercer dans un local qui ne correspondrait pas exactement à l'usage, la destination ou l'affectation, quelles sont les modalités de changement, quelles sont les chances d'aboutir en fonction notamment des secteurs géographiques dans lesquels on se trouve? Donc d'abord, tout dépend du changement. Si on parle du fameux changement de destination, donc ici au sens du droit de l'urbanisme, il me faudra effectivement une autorisation. Et en fonction de si j'accompagne ce changement de destination, éventuellement ou pas de travaux, est-ce que je modifie ma façade, etc., j'aurai besoin soit d'une simple déclaration préalable. Si je prends des locaux d'habitation que je vais directement transformer en cabinet médical sans faire de travaux, etc., une déclaration préalable suffira. Si je veux commencer à toucher à la structure, à augmenter ma surface de plancher et autres, là potentiellement il me faudra cette fois-ci un permis de construire, mais dans tous les cas c'est une autorisation d'urbanisme qui va me permettre d'effectuer cette modification. En revanche, si je parle de changement d'usage, on l'a un peu dit, là pareil, il me faut une autorisation spécifique qui n'a rien à voir avec l'autorisation d'urbanisme. Jusqu'à récemment encore, le permis de construire ou la déclaration préalable pouvait valoir changement d'usage. Depuis très récemment, c'est deux autorisations différentes. Donc bien penser à faire la double démarche. Et on a toujours encore une fois potentiellement notre mécanisme de compensation qui peut complexifier les choses. Et donc pour répondre à la question géographique, eh bien c'est certain que les chances de succès, ou en tout cas la rapidité même d'obtention des autorisations, va vraiment dépendre de la zone dans laquelle on se trouve. Si on est encore une fois à Paris, disons une zone rurale, en sens inverse, ou une zone urbaine très dense, voire touristique, les choses vont être plus complexes parce que les territoires vont avoir une approche différente de leur sur le plan immobilier, exactement, et donc là ils vont être potentiellement beaucoup plus stricts, et notamment avec cette fameuse réglementation sur l'usage, la compensation éventuellement. Donc c'est quelque chose à prendre en compte quand on a notre projet immobilier, tout de suite regarder quel est mon périmètre, le territoire dans lequel j'exerce, éventuellement me rapprocher de la commune où je suis si on a un doute. Est-ce qu'on est sur une commune tendue ou pas? Mais effectivement, c'est très, très localisé les possibles difficultés ou les délais d'obtention de nos autorisations. Merci maître. Camille, vous qui êtes au quotidien auprès des médecins libéraux, un médecin qui exercerait dans un local qui n'a pas la destination ou l'usage prévu à cet effet, finalement, que risque-t-il? Alors, exploiter un local sans respecter son usage ou sa destination expose à plusieurs risques. Le premier et plus important, c'est la nullité du coût du bail en l'absence d'autorisation de changement d'usage. Le second, les sanctions administratives, donc amende et potentiellement obligation sous astreinte à remettre le local dans son état initial. Et ensuite, on retombe sur les sanctions classiques, à savoir sanctions civiles et sanctions pénales, donc amende et peine d'emprisonnement, et du coup, potentiellement, en cas de préjudice subi par des tiers, des poursuites et demandes de dommages et intérêts. Ok, c'est assez clair aussi, comme quoi il faut se pencher sur la question avant de se lancer. En Ile-de-France, comme vous le savez Camille, on est souvent dans la situation d'accompagner des médecins qui sont dans la reprise ou la cession d'une patientèle avec un cabinet dans lequel exerce un médecin prédécesseur. Dans le cas d'un local dont la destination n'est pas prévue à cet effet, est-ce que j'ai tort ou raison de m'engager finalement et quelles précautions prendre pour être sûr de ne pas se retrouver dans une situation que celle que vous venez d'évoquer? Alors, vous avez complètement raison de ne pas vous engager tant que la situation juridique du local en fait n'est pas régularisée. Un local professionnel, comme l'expliquait du coup Maître Tillard, doit avoir une destination conforme à l'exercice de l'activité médicale, en l'occurrence pour les médecins. Si ce n'est pas le cas, vous risquez des complications du coup administratives et légales. Donc risque d'expulsion par exemple ou demande de mise en conformité par la mairie. En plus, les démarches administratives vont être potentiellement longues et coûteuses. Par exemple, la modification de la destination du local va nécessiter une procédure administrative, une demande d'autorisation auprès de l'urbanisme, enfin du service de l'urbanisme, un accord de copropriété. Donc je vous conseille vraiment de vous assurer en fait
Oui, d'avoir tout bien prévu à l'avance. L'idée, c'est soit la situation est clarifiée finalement avant de s'engager, soit vraiment les conditions suspensives permettent d'en sortir si jamais la situation ne pouvait pas être clarifiée avant l'engagement définitif. C'est ça, j'allais y venir. Du coup, avant de prendre la décision, il est prudent de demander au cédant de régulariser et de vérifier avec un notaire ou un avocat si une mise en conformité est possible. Du coup, vous pouvez également, comme vous venez de dire, négocier une clause suspensive dans l'acte de cession pour vous assurer de la régularité de la situation. Très bien. On va en revenir à la copropriété, maître, parce qu'on a évoqué ce sujet-là tout à l'heure quand il était question des usages, me semble-t-il, c'est ça. Et donc, j'arrive, en fait, et effectivement, cette fois-ci, on a passé les contraintes liées au code de l'urbanisme, mais on est dans une problématique de règlement de copropriété. Je souhaite faire changer donc l'usage du local dans lequel je souhaite exercer. Quelles sont finalement les modalités pour demander ce changement d'usage à la copropriété? Est-ce qu'il y a un minimum de voix à obtenir et quel type de dossier faut-il présenter? D'accord. Effectivement, d'abord je rappellerai quand même le principe en matière de changement d'affectation, en matière de copropriété, c'est la liberté. Pourquoi? Parce que je suis copropriétaire, en tout cas mon bailleur est copropriétaire, il a une quote-part de partie commune et un lot privatif. Et sur ce lot privatif, je suis libre d'en faire ce que je veux, sous deux réserves: le respect du droit des autres copropriétaires et surtout le respect de la destination de l'immeuble. Dans ce carcan-là, dans cette limite-là, je peux éventuellement d'ores et déjà modifier l'affectation de mon lot dès lors que ça ne porte pas atteinte à ces deux garde-fous. Donc ça peut quand même poser débat parce que les droits des tiers, c'est par exemple le fait qu'il n'y ait pas de nuisance. Actuellement, imaginons c'est un immeuble exclusivement d'habitation, je vais faire des locaux pour des médecins libéraux, voilà, professionnels, potentiellement je vais avoir beaucoup plus de personnes qui vont venir. Est-ce que ça ne va pas créer des nuisances? Donc attention, si j'ai déjà des médecins libéraux ou des professions libérales, manifestement ça ne changera pas forcément plus les choses. Donc ça peut être une notion quand même assez fluctuante. Et pareil pour la destination de l'immeuble. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail tout à l'heure, mais la destination de l'immeuble, c'est quoi? Encore une fois, c'est une autre définition par rapport à l'urbanisme. C'est vraiment quelle est la raison pour laquelle j'ai acheté un lot de copropriété au regard des actes de la copropriété, donc l'état descriptif de division, le règlement de copropriété, par rapport à la situation de l'immeuble, où se situe mon immeuble, est-ce que c'est l'haussmannien, est-ce que c'est un immeuble des années 80, et par rapport aux personnes qui s'y trouvent. C'est ça la destination de l'immeuble. Donc on voit que c'est une notion très fluctuante et qui évolue finalement avec l'immeuble. Et potentiellement, mon règlement de copropriété peut chercher à donner une destination. Donc typiquement, ça peut être l'habitation bourgeoise. Qu'est-ce que l'habitation bourgeoise? C'est ce qu'on voit dans les immeubles haussmanniens où il y a très peu d'habitations, c'est des grands immeubles, des grands appartements, et l'idée c'est qu'on évite la surpopulation par exemple. Donc là, potentiellement, ça sera compliqué d'avoir peut-être d'ajouter cette activité libérale parce que ça contredirait cette clause-là. Simplement, la jurisprudence nous explique que c'est une notion, encore une fois, qui est évolutive. Donc si je peux démontrer qu'aujourd'hui, non plus du tout, mon immeuble n'est plus à usage d'habitation bourgeoise parce que j'ai un commerce de pied d'immeuble ou j'ai même un architecte et autres, potentiellement, je pourrais quand même avoir cette nouvelle activité. En tout cas, si on s'aperçoit qu'il y a une confrontation, une contradiction avec la destination de l'immeuble, il faut modifier le règlement de copropriété. Et là, cette modification, comme on touche au règlement de copropriété, nécessite l'unanimité. Donc en synthèse, c'est qu'en principe, je suis libre, sous deux réserves, le droit des autres copropriétaires et la destination de l'immeuble. Et si je vois que mon activité va contredire cette destination, il faut une modification du règlement de copropriété qui se fait à l'unanimité. Donc ça dépend et c'est du cas par cas parce qu'en plus, ma destination peut évoluer. Encore une fois, c'est pas que mon règlement me dit « Ah non, vous ne pouvez pas, c'est habitation bourgeoise », qu'aujourd'hui, ça ne pourrait pas être le cas. Alors, dans certains règlements de copropriété, on voit expressément écrit l'autorisation d'exercer une activité libérale au sein de cette copropriété. Quand on a ce type de clause, finalement, il n'y a plus de difficulté. Il y a zéro débat. D'accord. Il y a l'autorisation. Quand il y a un changement toutefois, si je fais le changement dans le règlement de copropriété, est-ce qu'il y a des déclarations à faire pour se mettre en cohérence? Tout à l'heure, vous parliez de ces systèmes de poupées russes spécialement qui s'emboîtent. Est-ce que là aussi, il faut du coup que je me rapproche du cadastre, de la préfecture ou de la mairie pour signaler ce changement? Tout à fait, parce que pour le coup, tous ces changements différents ont un impact direct, des conséquences directes sur ce qu'on appelle la valeur locative cadastrale, qui est la valeur utilisée pour fixer les impôts locaux, donc en particulier la fameuse taxe foncière. Donc c'est un élément important aux yeux de l'administration en tout cas. Et donc il y a cette obligation, dans un délai de 90 jours à compter de ces modifications, pour le propriétaire d'aller faire cette déclaration. Il y a CERFA, un formulaire spécifique qui existe directement auprès des services locaux, impôts locaux. Mais effectivement, il y a une conséquence fiscale derrière.
Alors on y vient, Camille. Le changement de destination ou d'usage est-il finalement soumis à une taxation et si oui, laquelle ? Alors tout à fait, du coup en cas de transformation d'un local d'habitation en local professionnel, certaines communes, notamment Paris et les grandes villes, en zone tendue, vont imposer une taxe ou vont exiger une compensation. Par exemple la transformation d'un autre immeuble en logement par exemple. Pareil, si le changement de destination nécessite des travaux soumis à permis de construire, du coup une taxe d'aménagement peut s'appliquer. Elle va être calculée sur la base de la surface d'un taux fixé par la collectivité. Donc, à noter également, je précise, après un changement de destination, la taxe foncière peut être revalorisée en fonction de l'affectation du bien. Donc, si le local devient un cabinet médical, il peut être soumis par exemple à la CET, CFE, très certainement, oui. Voilà, contrairement à un logement. Absolument. Alors, dans l'hypothèse, voilà, je suis médecin libéral, j'ai un local qui me plaît beaucoup, il n'a pas le bon usage, la bonne destination. Est-ce que finalement, ça va être à moi de demander, futur locataire, le changement d'usage ou de destination, ou est-ce que cette tâche incombe finalement au propriétaire ? Alors tout dépend. Pour moi, en principe, c'est quelque chose qui incombe au bailleur, au propriétaire. Donc parce qu'il a une obligation de délivrance dans le cadre de son bail. Il vous autorise à exercer cette activité libérale. Il doit donc vous garantir la possibilité pour vous d'exercer cette activité. Donc en principe, à charge pour lui de faire toutes les démarches pour que les locaux soient conformes pour recevoir l'activité. Ça, c'est, je dirais, la théorie. Comment les choses se passent en pratique ? Eh bien, souvent dans le bail, mais il faut que ça soit précisé, dans le bail, le bailleur dit que le preneur fera toutes les démarches nécessaires et en prendra seul la responsabilité. Je préciserai quand même que lorsque le propriétaire dit cela, il doit être sûr que les changements sont au moins en théorie possibles. Si on est sur une zone où c'est réservé à l'artisanat par exemple, eh bien, dans le PLU, eh bien, il ne pourra pas juste dire au preneur faites-en votre affaire parce que manifestement on sait que dès le départ ça ne sera pas possible. Donc là c'est un peu la limite. Mais donc en principe c'est lui qui s'en occupe. Souvent il prévoit une clause express par laquelle c'est le preneur qui fera les démarches et donc ça nécessite autrement dit, une autorisation du bailleur. Il ne peut pas faire les démarches comme ça par nous-mêmes. Il faut cette autorisation qui se trouve dans le bail. Étant précisé que le bailleur restera responsable vis-à-vis de l'administration de la copropriété. Donc, mine de rien, ça montre bien que c'est quand même lui le redevable premier chef et que potentiellement, il peut déléguer cela au preneur pour le laisser gérer, même avec la copropriété, lui donner un pouvoir pour expliquer le projet en AG, etc. Mais en principe, c'est au propriétaire lui-même de faire ses démarches. Entendu. Alors justement en synthèse en fait, là on voit bien qu'il y a quelques clauses qui sont quand même importantes avant de signer, de s'engager dans un bail et une offre d'achat. Les points de vigilance. Ces fameux 3 poupées russes, vraiment de regarder un à un avec le bailleur, parce qu'encore une fois, il est aussi concerné, il ne peut pas s'en dédouaner, la destination. Est-ce que l'autorisation d'urbanisme, la dernière dont on dispose en fonction de la construction ou la rénovation lourde des bâtiments, m'autorise à exercer mon activité médicale? Si ce n'est pas le cas, il va falloir mettre en place ce changement de destination. Pareil pour mon usage, alors uniquement dans les fameuses zones tendues et qui ont ce règlement sur le changement d'usage, mais la majorité des grosses villes l'ont. Et pareil, enfin, par rapport à ma copropriété, est-ce que mon lot me permet de recevoir cette activité-là ou pas? Et dans tous les cas, il faudra prévoir dans le bail quelles sont les fameuses autorisations que je dois obtenir, quel est le délai qu'on se donne, qui éventuellement paye, avance les frais ou rembourse les frais qui peuvent être engagés, même pour l'AG, hein, s'il faut faire une AGE, une Assemblée Générale extraordinaire, qui va payer ces frais-là, et qu'est-ce qu'on fait surtout si on ne les a pas obtenus ou si on ne les a pas obtenus dans les délais? On parlait tout à l'heure de conditions suspensives, évidemment, c'est dans les conditions suspensives que l'on gère tout ça. Très bien, le temps passe et nos 20 minutes chrono sont écoulées. Nous espérons que ces débats, ce contenu vous sera utile. Vous pouvez retrouver tout par écrit dans la fiche 20 minutes chrono qui est en lien dans la page en dessous de l'émission. Et bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à joindre Camille, juriste de l'URPS, au 01 45 45 45 45 45 qui pourra vous apporter une réponse de premier niveau et bien sûr d'autres expertises possibles ensuite s'il y a lieu d'avoir des avocats pour vous éclairer. Merci à tous pour votre écoute. Merci à vous deux pour la clarté de vos propos et à très vite pour une nouvelle émission de 20 minutes chrono de l'URPS Médecins.